Le 16 mars 2020, on est au moment du confinement. Pour moi, tout s'arrête. J'ai plus de deal flow, mes mandats en cours ils sont en pause, le téléphone ne sonne plus. On célèbre d'ailleurs les 5 ans de ta boutique Longchamp Partners. Quel est le KPI dont tu es le plus fier? C'est notre transformation qui est en sell-side plus de 90%. Le paradoxe de ce métier, c'est que c'est plus facile de faire un deal à 100 millions que de faire un deal à 10 millions. Mais en même temps, on va pas t'appeler pour un deal à 100 millions tant que t'as pas déjà montré que tu étais capable de le faire. Déjà, le CV, pour nous, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. Et en même temps, dans des deals, en tout cas, mid-cap, si t'as pas cette aisance relationnelle, ça se voit très vite. Bonjour Mickaël Fitoussi. Bonjour Guillaume. Mickaël, tu es le fondateur de la boutique M&A Longchamp Partners. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour partager ton parcours dans le Career Insight, le podcast de Training You. Et aussi un grand merci de nous accueillir ici, dans les locaux de Longchamp Partners. On a la chance de pouvoir tourner ce podcast avec toi dans l'une des salles de réunion de ta boutique. Un grand merci pour ça. Merci Guillaume, merci de ta proposition de participer à ce joli podcast et bienvenue chez Longchamp Partners. Et la première question du podcast est toujours très générique. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter les grandes étapes de ton parcours? Merci Guillaume. Moi, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. C'est important de le préciser. Ça permet de comprendre ma trajectoire, mon parcours. C'est mon goût des projets, certaines appétences aussi à une prise de risque. Et donc, moi, j'ai démarré mon parcours en tant qu'étudiant en MSG gestion à la Sorbonne. Faut resituer. Septembre 2008, ça parle à un certain nombre d'entre nous. Donc, c'est la crise financière à Lehman Brothers. Il n'y a pas d'opportunité. Moi, j'envoie mes CV littéralement partout en finance. Je sais que je vais faire une première expérience en finance. Donc, j'envoie en salle de marché, j'envoie auprès de brokers, j'envoie en corporate finance, en TS, en audit. Et là, j'ai quelqu'un qui m'appelle suite à une candidature, donc que je connais pas. Donc, c'est une jeune boutique, fusion-acquisition, qui me dit on est intéressé par votre profil. La seule chose, c'est qu'on est en fin de cycle de recrutement. Il faut vous rendre disponible rapidement. Donc, moi, je leur dis écoutez, on peut se voir dans 2 jours. Il me dit non, dans 2 jours, c'est pas possible. Demain, je suis en déplacement. On peut se voir aujourd'hui à 11h30. Sauf que là, tu dézoomes, je suis étudiant dans ma chambre, j'ai rien prévu, il est 9h30, et je dis écoutez, vous êtes où? On me dit proche de la gare Saint-Lazare. J'ai dit écoutez, bougez pas, j'arrive. Donc là, autant te dire que aucune préparation possible pour cet entretien, donc j'y vais vraiment comme ça, sans préparation. Et je passe l'entretien, il y a une belle rencontre, un très bon fit avec le dirigeant de cette boutique, et ils me disent écoutez, on va débriefer fin de journée, on vous donne une réponse demain. Donc le lendemain, je suis pris pour cette expérience de 6 mois. C'est à la fois une immense fierté et en même temps, j'ai fait un entretien avec des réponses assez aléatoires ou intuitives, on va dire, de par juste mon background. Et il y avait quand même une certaine logique et j'ai été pris. Donc là, je retourne voir mes camarades de promo de l'époque et je leur dis c'est bon, j'ai trouvé un stage en fusion-acquisition. Ils me disent mais comment t'as fait? Donc moi, à l'époque, je me rends pas vraiment compte de ce qui se passe. C'est vraiment le aléa, le destin qui fonctionne bien. Et là, sur cette première expérience, c'est une révélation. Parce qu'à la fois, il y a le côté technique de la finance et tout ce que j'ai pu étudier sur les bancs de la fac. Mais en même temps, il y a un côté profondément humain, surtout dans le mid-cap, où je me rends compte que c'est des rencontres, c'est aussi de la psychologie. Et c'est tout ça qui me plaît. Alors, je comprends que c'est un métier qui m'intéresse, donc j'ai envie de poursuivre. Et donc là, je fais une seconde expérience dans une autre banque d'affaires qui s'appelait à l'époque Aforge Finance. Il faut replacer quand même, donc là, on se situe 2009-2010. C'était la LBO Factory de l'époque. C'était 15-20 LBO par an, chaque année, depuis donc un certain track record. Et donc là, j'accède à un autre type d'organisation, un autre type de process, plus technique, nos opérations LBO, et en même temps une organisation plus hiérarchique, on va dire, où en tant que junior, tu as beaucoup moins d'exposition que dans une petite boutique. Donc là, je vois une autre facette de ce métier. Je vois aussi ce qui me plaît moins.
Après, j'ai l'occasion de compléter mon parcours à la toute fin de mes études, avec une nouvelle expérience chez, Edrip, qui est devenu Andera, depuis. Et là, c'est à nouveau, une révélation parce que, le fait de, s'asseoir de l'autre côté de la table, de comprendre comment fonctionne un fonds d'investissement, un investisseur, qui est au comité. Alors moi, en tant que junior, j'ai la chance, avec le recul de participer, au comité d'investissement. Je pense que c'était aussi une autre époque où les équipes, d'investissement étaient peut-être, plus resserrées, et en même temps, bah, tu comprends, qu'est-ce qui fait qu'un deal est bankable, qu'est-ce qui fait qu'un deal l'est moins, qu'est-ce qui fait que même si un deal est bankable, bah, le comité va, payer, le tour de multiples en plus ou pas, parfois. Et donc là, c'est une vraie, compréhension, de ce que fait la valeur, d'un dossier auprès d'un investisseur. Et donc là, bah, à la fin de cette expérience, j'ai l'opportunité de rejoindre, une équipe de 5 personnes qui va devenir, voilà, une extenso, finance et qui va devenir leader des fusions-acquisitions, small cap, avec le temps. Moi, j'y suis resté 10 ans, donc un passage de 5 personnes à, 45 personnes et plus de 50 opérations, par an. Après 10 longues et belles années, un super parcours, une belle aventure humaine, professionnelle, j'ai eu aussi envie, d'entreprendre pour fonder Longchamp Partners. Un parcours très riche avant Longchamp Partners, hein, tu l'as rappelé, le conseil, le private equity chez Andera et puis, 10 ans en M&A, alors chez MK Finance qui a été racheté par Inextinso, Exactement. Finance. Qu'est-ce que, t'ont appris ces différentes étapes sur le métier et comment cela a construit ta lecture actuelle des deals? Oui, bah, ce parcours fait, notre singularité. On a une triple lecture. On a à la fois, une lecture technique, d'un dossier parce que, voilà, en tant que bon opérateur de fusion-acquisition, ça reste, au final, de l'analyse financière de la gestion de projet, hein. On lance pas des fusées, sur la Lune non plus. En même temps, c'est de se dire, il y a une lecture, d'investisseur. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un dossier et qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir le valoriser à tel niveau ou pas? Et le dernière composante, c'est le côté entrepreneurial. Le charme des opérations primaires, des opérations, small cap, c'est qu'on accompagne un dirigeant fondateur, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a, passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois plus, à créer son business. Et donc on l'accompagne dans un adossement, un exit ou une cash out, une opération partielle. Et là, bah, il y a toute la psychologie, de l'entrepreneur, du chef d'entreprise et c'est cette triple composante qui fait notre singularité. Chez Inextinso, tu as, travaillé sur plus de 30 opérations M&A, qui ont abouti. En quoi cette expérience t'a aidé au moment de créer Longchamp Partners? M'a aidé à plusieurs égards. 1er égard, c'est que, Heu, bah, déjà, en tant que, M&A, généraliste, tu comprends, que, bah, chaque dossier, chaque, opportunité, il y a besoin de tout comprendre d'un secteur. Alors quand tu es junior, tu as soif d'apprendre, c'est, extrêmement, intéressant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand il s'agit, de remporter, une opération, de remporter, une compétition, bah, tu peux pas prétendre non plus être le meilleur si, tu connais pas le dossier, par cœur. Même quand on te fait confiance et que tu as le mandat, d'aller négocier avec des acquéreurs, des contreparties, qui connaissent le secteur beaucoup mieux que toi, c'est vrai que c'est plus complexe, voilà. Et donc, il y a eu un moment où ça a été, game changer. C'est, à la suite d'un certain nombre d'opérations, je fais un 1er mandat, un premier process, pour un éditeur de logiciels. Et là, bah, tu passes de fondamentaux assez basiques, assez simples que sont, chiffre d'affaires, marge brute, EBITDA, à plein de KPI dans tous les sens. Donc on va te parler d'ARR, de MRR, de NRR, de net churn, de coût d'acquisition. Et donc, si tu as pas une bonne maîtrise de tous ces fondamentaux, bah, accroche-toi pour faire un deal, à la bonne valeur, on va dire. Et donc, le paradoxe, c'est que tu peux te trouver face à un éditeur de logiciels qui fait, 1 000 000 d'EBITDA, mais qui, a un churn de 15 et qui a une dette technique, significative. Et donc là, voilà, si tu pas aguerri, tu peux assez facilement avoir une mauvaise lecture de la valorisation, de cet actif. On arrive en 2021, Michael, et là, tu décides de traverser le miroir et tu, crées ta propre boutique, Longchamp Partners. Quel a été le déclic? Alors là, il faut se resituer, le 16 mars 2020. Donc là, on est au moment, du confinement. Bah, pour moi, tout s'arrête.
J'ai plus de deal flow, mes mandats en cours, ils sont en pause, le téléphone ne sonne plus. Donc là, c'est à la fois un des moments les plus calmes de ma carrière et paradoxalement, celui qui va me faire avancer de manière plus significative. Et donc là, je prends l'initiative de faire une étude sur l'impact de la pandémie, du confinement sur les entreprises. Et j'envoie cette étude auprès d'un panel de chefs d'entreprise, à la fois ESN et éditeurs de logiciels. Et j'ai des très bons retours, donc très bon taux de retour. Les personnes sont volontaires pour participer à cette étude, curieuses aussi de comprendre quel est l'impact du confinement sur les entreprises de la tech. Et là, quand je fais cette étude, je renoue aussi avec le fait de faire les choses moi-même en équipe resserrée, restreinte. Au sein de mon équipe qui avait quand même bien grandi au fil des ans, je m'en étais pas forcément aperçu ou ému à ce moment-là. Et après, je me rends compte aussi que les fondamentaux de l'étude sont extrêmement positifs. On oublie vite, mais il y avait à la fois les mesures gouvernementales de chômage partiel, en même temps le fait que les entreprises de la tech ont des bons outils en règle générale, et le fait que c'est des organisations qui savent travailler en distanciel, ce qui aujourd'hui est devenu commun, mais à l'époque, faut resituer, voilà. Et donc là, je prends en conscience à la fois le fait que je renoue avec le fait de travailler dans une petite équipe, on va dire, équipe à taille humaine, et en même temps le fait d'aller au bout de ma spécialisation sectorielle. C'est comme ça que j'ai eu le déclic. Au début, il n'y avait rien, il y avait moi, il y avait mon sac à dos Reins, mon iPhone, mes AirPods, mon ThinkPad, mon accès WeWork et une vision, une conviction. Je pense que tu reconnais ces mots, ce sont les tiens, C'est vrai. Michael. Hem, Qu'est-ce que ça fait concrètement quand on est au tout début de l'aventure et quelle est la réalité qui se cache derrière ce, entre guillemets, «cliché entrepreneurial»? Ouais, merci de poser la question. Déjà, quand tu prends conscience de ça, la première chose, que j'ai faite, c'est d'aller voir mon équipe, et je suis pas passé par 4 chemins. Je leur ai dit à la fois, que je les quittais et en même temps qu'on allait devenir, confrères, compétiteurs, demain. Et donc là, Guillaume, ils m'ont posé, une question, une seule. Ils m'ont dit: «Mais avec qui tu pars?» Et donc, moi, cette question, au début, elle m'a étonné parce que je ne m'attendais pas. J'ai dit: «Bah, écoutez, moi, je pars tout seul parce que, si je veux, fonder une structure, c'est pas pour refaire la même chose que, l'équipe où je suis actuellement, sinon je resterai, voilà». Et donc là, ils m'ont dit: «Bah, écoute, on a passé, 10 ans ensemble, on a fait des super projets, tu nous as accompagnés, voilà, pour faire grandir, les équipes, pour, construire, et donc, on va pouvoir, voilà, te laisser partir. La seule chose qu'on te demande, c'est à la fois, on a un pipeline de projets en cours, c'est tes projets, il faut que tu puisses, les déboucler, et en même temps, on te demande de pas recruter chez nous». Je dis: «Bah, écoutez, pas de problème». Alors autant te dire que c'était pas la meilleure négociation de ma vie, mais j'en suis très fier parce que ça m'a permis de finir un cycle, voilà, de manière, dans de bonnes conditions, et ça a permis d'amorcer le lancement de ma structure. En même temps, quand on est là, il faut aussi, trouver un nom de structure, tout simplement. Pas si simple qu'on le croit. Donc moi, j'ai pas appelé ma structure, Fitoussi & Co, tu l'as remarqué. D'où ça vient Longchamp Partners? En fait, à ce moment-là, je travaillais, sur mon projet, mon lancement, beaucoup, aux practices de golf de Paris-Longchamp. Donc les golfeurs, peut-être, ou amateurs, se retrouveront peut-être dans ce practice, qui est un très beau practice, bien pratique à proximité de Paris. Et donc du coup, voilà, un jour ma femme m'appelle et me dit: «Mais tu es encore là-bas, c'est Longchamp Partners ton truc». Et là, ça sonne bien dans mon oreille et je me suis dit: «Ah tiens, ça, je tiens quelque chose». Je me dis: «Bon, je vais quand même regarder sur internet parce que ça doit sûrement être pris par un cabinet d'avocats, un CGP, un conseil», bon. Et je me rends compte que c'est pas pris, c'est disponible, et j'ai couru, voilà, déposer, ce joli nom qui nous a bien souri et qui est assez évocateur, de ce qu'on fait, ce que je souhaitais faire, à l'époque. Heu, voilà, donc ça nous a bien souri. Alors le nom, Longchamp Partners, c'est important, mais au-delà du nom, tu fais aussi un choix fort dès le départ. C'est spécialiser Longchamp Partners sur les secteurs
ESN et software. Alors d'abord peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une ESN aujourd'hui ou une entreprise du software? Alors pour la définition d'une ESN, on parle, anciennement le terme c'était, SS2I, hein, si vous le croisez encore, parfois, mais une entreprise de services numériques, c'est quoi? C'est une entreprise qui va embaucher des ingénieurs développeurs, pour, créer des applications ou créer, une infrastructure IT, plutôt pour un grand compte et plutôt à façon, donc vraiment tailor-made pour une organisation. Dans les types de prestations, ça peut être la délégation de personnel, donc ce qu'on appelle un mode de facturation régie, ou certaines d'entre elles font aussi des forfaits. Donc le forfait étant dire, bah, on va vous livrer tel projet pour tel montant, tel jour, telle heure, et après charge à l'entreprise de le faire le plus rapidement possible pour pouvoir avoir la meilleure marge possible. Qu'est-ce que, ça change concrètement d'avoir cette expertise sectorielle quand on est conseil M&A aujourd'hui et en quoi, ça change le regard qu'on porte sur, un dossier, sur une valorisation, sur un acquéreur quand on est spécialiste de ce secteur? Oui, bon, on l'évoquait, plus tôt dans l'échange. C'est vrai que le fait d'être, spécialiste au sein d'une équipe généraliste, bah, c'était déjà bien, mais c'était pas suffisant pour moi. Moi, j'avais envie d'aller au bout de cette spécialisation, sectorielle et donc heu, on va en reparler après, mais aujourd'hui, on publie du contenu sur, on fait une keynote 2 fois par an, enfin 1 à 2 fois par an, où, on donne notre avis sur les tendances de marché, sur les valorisations, et donc tu passes d'une situation où tu es, voilà, tu connais le secteur, où tu peux, quasiment devenir un «market maker» entre guillemets parce que, tu es tellement connecté au marché, tu as tellement d'interactions, avec les parties prenantes que, il faut vraiment entre guillemets «passer par toi» pour, obtenir la valorisation, d'équilibre, sur un actif et donc c'est tout l'enjeu, et donc tu peux pas être, spécialiste de tout, sinon tu es spécialiste de rien et donc quelque part, c'est là où, voilà, ça a nécessité un effort, de notre côté et d'avoir cette structure spécialisée, surtout quand tu es un acteur indépendant, ça donne une bonne visibilité au marché. C'est-à-dire que le marché pense à toi pour un certain nombre de cases, de dossiers où, il y a besoin de ton expertise, il y a besoin de ton prisme pour, mener jusqu'au bout le process. Oui, c'est aussi un moyen de se différencier, d'autres acteurs, des boutiques généralistes, et là quand on pense software ESN, on pense directement à Longchamp Partners. Alors, il y a pas que nous, bien évidemment, mais oui, en quelques années, je pense qu'on a réussi à imprimer notre marque, et d'être dans le paysage, l'écosystème, IT digital et ça se voit par, voilà, le deal flow, entrant. Aujourd'hui, Longchamp Partners travaille à 90 sur, des opérations de LBO et d'exit. Tu as fait le choix, Michael, de ne pas développer une activité de levée de fonds. Pourquoi ce positionnement? Qu'est-ce que ça implique dans, votre approche des deals? Et est-ce que tu peux présenter Longchamp Partners de manière un peu globale, aujourd'hui? Ouais. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on fait pas de levée de fonds chez Longchamp Partners. Moi, je considère que c'est des sports qui se ressemblent, mais qui sont différents. C'est comme le football et le rugby, tu as un ballon, tu as des cages, mais c'est pas la même chose. Quand tu es leveur de fonds, tes capacités, c'est surtout, bon, avant tout, du carnet d'adresse pour te connecter un entrepreneur à des bons investisseurs et après, ces investisseurs-là, faut les convaincre, d'un potentiel futur, d'une activité ou d'un actif. Et après quand tu es, M&A sell side ou tu organises un LBO pour avoir une liquidité, partielle pour des actionnaires, bah, la réalité c'est qu'il faut convaincre, déjà de l'existant, peut-être évoquer le futur, mais déjà de l'existant et en même temps, c'est d'avoir, voilà, quand tu arrives à convaincre un investisseur, de fournir 10 millions d'euros par exemple en cash out, pour moi je considère que c'est, quand même plus complexe que de convaincre un investisseur de mettre 10 millions d'euros en cash in, surtout quand l'investisseur en question te met des ratchets, dans tous les sens. Donc c'est là où je dis que, voilà, c'est plus difficile et voilà, c'est plus exaltant, je trouve, d'être M&A sell side. Ça veut pas dire qu'à l'avenir, on fera jamais de levée de fonds. En tout cas, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les exits et les opérations de LBO. Est-ce que tu peux nous, raconter une transaction emblématique qui illustre bien le savoir-faire de Longchamp Partners? Alors, j'ai envie de te répondre que, toutes les transactions Longchamp Partners sont emblématiques. Après, c'est vrai que,
voilà, on peut donner plusieurs cas. C'est vrai que le 1er mandat que je décroche, c'est un mandat qui est pas facile. C'est une ESN, qui fait, 8-10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 associés à 50-50, qui se parlent plus que par avocat interposé, et tout ça sans pacte d'actionnaires. Donc, autant te dire que, ce deal-là, il a une saveur, particulière parce qu'à la fois, moi, je rentre dans ce deal par un des 2 co-associés que je connaissais. Donc il faut convaincre le 2e associé qu'on va faire un deal équilibré, que, il va trouver son compte et que, on va pas faire le process contre lui, mais on va le faire avec lui et pour lui. Et en même temps, il faut expliquer cette situation à des candidats acquéreurs qui, créent une réelle aspérité sur le dossier, mais en même temps qui créent une opportunité comme toujours. Et donc faut être, voilà, force de persuasion, perspicace, avoir les bons mots pour expliquer, mettre des mots sur une situation et permettre de trouver une solution pertinente, pour les actionnaires. Et donc c'est un deal vraiment, tailor-made, dans lequel le jour du closing, enfin voilà, on a eu un petit suspense aussi, voilà. Est-ce que ça va bien se déboucler jusqu'au bout? Est-ce que les 2 co-associés vont venir en présentiel, signer? Bon. Et effectivement, c'est un deal, qui paraissait, d'une complexité, extrême et qu'on a réussi à livrer et on n'en est pas peu fiers. Un autre exemple, toujours dans ce, track record de nos débuts, c'est, une ESN, quasiment mono-client, et donc le client, est un peu, voilà, on va dire, ému de la situation et qui dit: «Bah, je sans adossement, moi, je peux pas continuer comme ça, j'ai un risque qui est trop fort sur mon fournisseur», et qui, menace de rompre le contrat. Donc autant dire que, voilà, sur le papier, c'est quand même un mandat qui est pas simple à exécuter non plus. Et on y est arrivé en créant un win-win-win, j'ai envie de dire. Un win pour le cédant, pour lui expliquer qu'il va rejoindre une structure et que ça va bien se passer. Un win pour l'acquéreur en lui disant: «Bah, il y a un contrat, il va se renouveler et on a permis entre le signing et le closing qu'il y ait une rencontre avec les DSI de ce client-là en question». Et en même temps, win pour le client final qui lui, sécurise son fournisseur en adossant, ses 8 millions sur un groupe qui fait, plus de 100 millions. Et après, la dernière transaction qu'on a closée, je pourrais aussi t'en parler, et promis, je m'arrête là après, mais c'est, voilà, Didu, qui est un éditeur de logiciels, donc un SaaS dans les chatbots, qui est un des pionniers de l'IA, qui était monté, jusqu'à, 4 millions d'ARR et plus, qui, a un entrepreneur invest à son capital, qui, voilà, réfléchit à son adossement. Entre-temps, voilà, ils ont un peu, été chahutés, sur leur marché avec l'avènement des LLM, et donc l'ARR avait un peu baissé et donc là, on n'est pas peu fiers à la fois d'avoir organisé un process, en France, à l'international, d'avoir pu avoir, plusieurs offres, plusieurs opportunités potentielles pour, les actionnaires et c'est finalement donc Zion, qui fait cette acquisition avec la complémentarité, chatbot d'un côté pour Didu, callbot pour Zion et le choix de mes clients a été aussi guidé par un choix souverain, de constituer un acteur français, solide, parce qu'on avait des propositions, d'acteurs étrangers qui voulaient prendre un pied-à-terre en France en achetant cette technologie et ce portefeuille client. Voilà, donc ça illustre bien, qui on est, ce qu'on fait et le côté, on va dire jusqu'au boutiste de Longchamp Partners, on lâche rien. Quel est le plus gros échec que tu as connu depuis que tu as, créé Longchamp Partners et quelles leçons tu en as tirées? Je crois que c'est Churchill qui disait, voilà, d'aller d'échec en échec, c'est la clé de la réussite, on va dire, mais sans perdre son enthousiasme, si j'ai les bons mots. Enfin, je dis ça de tête, j'avais pas préparé. Mais en tout cas, le premier échec, il arrive très vite, en fait. Quand je fonde ma structure, assez rapidement, je suis invité à pitcher un éditeur de logiciels qui fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont j'avais organisé le LBO 1. Donc, autant te dire que je connaissais bien, le dossier, les actionnaires, la configuration. Je pense que les personnes le connaissaient mieux que moi, ce dossier. Et en même temps, je pitch et on me dit: «Bah, écoute, décision des actionnaires, c'est, de travailler avec un de tes confrères parce que, tu pas encore, établi et ta structure est trop jeune». Donc, là, autant te dire que ça fait mal. Pourquoi? Parce que, tu n'es pas choisi pour des raisons de compétences, tu n'es pas choisi mais plus pour des raisons d'ancienneté. En plus, c'est un choix que je venais de faire à l'époque. Donc là, ça te met, quand même des sérieux doutes, et en même temps,
voilà, ça te donne une force, une résilience, hein. C'est ça aussi être entrepreneur, c'est avoir beaucoup de résilience et donc on a su rebondir, en étant côté, buy side avec Andera Acto et en participant quand même tout de même à cette opération, en apportant, notre pierre à l'édifice, en apportant notre valeur ajoutée et en permettant aux managers de faire un montage qui était, relitif. Donc voilà, ça on n'en est pas peu fiers. Avril 2021, avril 2026, au moment où on tourne ce podcast, on Voilà. célèbre d'ailleurs les Mmh. 5 ans de, ta boutique Longchamp Partners. Quel est, le KPI dont tu es le plus fier aujourd'hui? Et à l'inverse, qu'est-ce qui te frustre encore? Alors, indéniablement, c'est, notre taux de transformation, qui est en sell side, plus de 90. Ça, c'est paradoxalement, c'est un KPI que tu vas pas suivre tous les jours non plus, parce qu'il change que quelques fois dans l'année, on va dire. Mais en même temps, toute l'organisation, toute l'équipe pense à ce KPI. Donc c'est, à la fois une sélectivité, du deal flow, en même temps, c'est de se poser, les bonnes questions et d'être en connexion permanente avec le marché pour bien savoir et on est dans un marché qui bouge rapidement. Et puis, voilà, faut être force de persuasion vis-à-vis, des contreparties, dans un process et aussi être de bons conseils pour ses clients. Voilà et parfois pour le bien du client, il faut savoir avoir la hauteur de vue, d'esprit ou le bon toucher de balle pour lui faire passer des messages, même parfois quand les messages sont un peu durs. On a beaucoup parlé, Mickaël, de l'ESN, du software. Je te propose de faire un petit focus sur le marché, de l'ESN. Le segment des ESN, souffre un peu depuis, 24 mois et les multiples, de valorisation se sont contractés sur de nombreux profils. Qu'est-ce que ça change, pour une boutique comme, Longchamp Partners dans la gestion des process, dans, la gestion, des attentes des Mmh. vendeurs, dans le positionnement des dossiers? Et comment toi tu lis cette crise-là? Comment on traverse cette, mini-crise quand on est une boutique, spécialisée comme Longchamp Partners? En fait, nous, on a été un des premiers, hein, à expliquer, lors de notre keynote, du juillet 2023, que le marché de la tech était en ralentissement. Donc, paradoxalement, c'est une keynote qui a été beaucoup téléchargée par des confrères. Oui, c'est sûr que notamment le marché des services IT, des ESN, c'est un marché de cycle. Là, en 2025, on a les chiffres, on sait que c'est un marché qui a reculé, heu, voilà, de quelques pourcents et c'est la première fois que le marché est en décroissance depuis, Lehman Brothers. Donc c'est un signal. Maintenant, faut pas oublier que ça reste, des cycles, économiques, ça reste lié au cycle économique et que les dépenses IT, ça peut pas être toujours, toujours, toujours plus. Il y a un certain attentisme, des clients finaux, des décideurs, sur les projets IT et on les comprend bien. La tech avance très vite, notamment avec l'IA, on va en reparler. On va en parler, bah, du coup, j'y viens parce que le SaaS, mid-market connaît aussi un ajustement depuis quelques mois avec, l'IA. Est-ce que tu le perçois déjà sur le terrain? Et en quoi cette dynamique de correction est-elle différente de ce que tu as vécu avec, les ESN, depuis quelques années? Oui, alors, Heu, les ESN, ça finira par repartir, la croissance. C'est vrai que ce qui se passe là depuis quelques semaines, quelques mois sur le SaaS, on va dire que, il faut le regarder avec, un autre regard, dans la mesure où, c'est vrai que l'avènement de l'IA, enfin avec l'avènement de l'IA, la ligne de code, le coût d'une ligne de code tend vers 0. Et la barrière à l'entrée pour créer une application, chaque jour qui passe, elle est de moins en moins forte et donc c'est vrai que, il faut falloir quand même distinguer les logiciels, qui eux-mêmes embarquent de l'IA et qui contribuent à fabriquer de la donnée. Y Les logiciels, on va dire, qui sont des verticaux métiers, qui vont, être vraiment tailor-made à un domaine d'activité et ça, heu, voilà, je pense que ça restera encore, préservé. Des logiciels qui sont plutôt des applications, horizontales où là, effectivement, ça coûte, moins cher de recréer un player et donc c'est vrai que, la bourse, quoi qu'on en dise, reste une boussole pour un certain nombre d'acteurs du marché, que ce soit, les industriels,
les industriels qui eux-mêmes ont parfois des fonds LBO à leur capital, les fonds LBO, les LPs des fonds LBO, et donc tout ça, tout le monde regarde ça, voilà, avec attention pour voir ce que ça va, comment on va pouvoir conclure les choses sur la valorisation. Et donc, voilà, nous on le ressent pas sur les process qu'on organise, parce qu'on est sur des SaaS qui sont quand même bien positionnés. Après, oui, je pense que des SaaS qui vont être trop horizontaux, des applications trop average, sur des paniers moyens faibles, où finalement l'IA peut reproduire très facilement une application en frontline avec un overlap fonctionnel fort, ça peut rebattre les cartes d'un certain nombre de valorisations. Alors l'IA est sur toutes les lèvres, y compris, en M&A. Sans, vision prospective, comment ça change déjà concrètement ton travail de banquier M&A au quotidien? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est, on va dire digital native ou data driven. C'est-à-dire que, moi, dès le lancement de mon champ partner, on était, équipé avec un bon système, une bonne stack technique, on va dire. Et nous, l'IA, on l'utilise depuis 2023, et avec une accélération là depuis fin 25, début 26, avec l'usage d'outils IA, Claude pour pas le nommer, pour toute l'équipe. C'est des outils qui nous permettent de gagner du temps. Il faut aussi se prendre de la hauteur, du recul. Les personnes du marché qui utilisent l'IA juste pour revoir la formulation d'un email, elles ont déjà 2 ou 3 ans de retard. Donc l'IA aujourd'hui, surtout quand elle est embarquée dans des outils comme Excel, peuvent te permettre de gagner un temps significatif, voire de te faire un travail du niveau d'un analyste 1 ou d'un associate. Et donc, alors, faut savoir bien l'utiliser. C'est sûr que si tu connais pas les fondamentaux, je sais pas quoi demander à l'IA. Par contre, voilà, c'est l'IA a plus de capacités de calcul, a plus de capacités de mémoire, a des meilleures capacités de synthèse, et donc voilà, faut savoir l'utiliser au quotidien. Alors justement, quelles sont les tâches historiquement dévouées aux banquiers M&A, notamment juniors, qui sont vouées selon toi à être automatisées, donc à disparaître? À l'inverse, quelles compétences sont devenues encore plus clés, à l'ère de l'IA? Alors, il y a des tâches assez basiques. Je prends l'exemple de traduire un document. Ça, aujourd'hui, l'IA, depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, le fait extrêmement bien, et donc il y a plus de valeur ajoutée à mettre un junior dessus. Là, depuis quelques mois, c'est en termes de modélisation Excel. L'IA peut te corriger un modèle, peut te corriger un template, et ça peut être parfois plus efficace qu'un junior. Depuis quelques semaines, maintenant, l'IA est capable de te fabriquer un modèle. Et donc c'est là où finalement, toutes ces tâches, chronophages, techniques, qui sont pas dénuées de valeur ajoutée, mais qui en auront moins de valeur ajoutée, à l'avenir. À partir du moment où l'IA, s'en empare, c'est sûr que, voilà, ça crée un challenge, pour, tous les juniors aussi, qui nous écoutent. Et donc, voilà, moi je sais, et on n'a pas peur de le dire, qu'il y aura moins de juniors dans notre métier. En tout cas, chez Longchamp Partners, il y aura moins de juniors à l'avenir, grâce à l'utilisation accrue de l'IA et aux gains de productivité que ça peut amener. Alors qu'est-ce que ça change aussi pour le reste de l'équipe ou des profils plus seniors? C'est vrai que je pense que dans cette profession, on va se concentrer sur d'autres aspects du deal, des aspects que l'IA ne pourra pas remplacer. Quand tu mènes une négociation, voilà, de savoir repérer rapidement dans ton process qui est le bon acheteur ou qui est susceptible d'être le bon acheteur ou dans la phase 2, de mieux comprendre quel est le candidat qui va te consommer du temps, qui va venir te poser des Q&A dans tous les sens, récolter de la data, se faire une, une religion sur un segment de marché, sur un... Bon, ça, je souhaite bon courage à l'IA pour le déceler. C'est des années d'expérience, d'expertise. Il faut travailler avec son flair, avec son vécu. Voilà, et c'est comme dans une négociation, quand tu sens qu'un candidat voilà, va trop loin ou n'accepte pas ou bluffe, voilà. Là, voilà, c'est des skills qui seront jamais remplacés par l'IA. On a parlé de la conjoncture actuelle, du marché des ESN, des SaaS, on a parlé de l'IA. Quels sont les principaux défis pour Longchamp Partners aujourd'hui?
Alors, il y a plusieurs défis, on a toujours des défis à relever bien évidemment chez Longchamp Partners. À la fois, il y a un défi, c'est de garder notre ADN, et nos facteurs clés de succès, notamment notre taux de transformation élevé, tout en faisant grandir l'équipe. Et donc là, voilà, c'est un challenge. En même temps, le paradoxe de ce métier, c'est que c'est plus facile, de faire un deal à 100 millions que de faire un deal à 10 millions. Et donc, mais en même temps, on va pas t'appeler pour un deal à 100 millions tant que t'as pas déjà montré que tu étais capable de le faire. Et donc tout l'enjeu, c'est, voilà, tout en faisant grandir l'équipe, de progressivement monter en taille de deal dans un marché qui est pas simple, avec des confrères qui aussi descendent en taille de deal. Donc ça prend du temps, ça prend du temps. Maintenant, ça tombe bien parce que le temps, on en a. Et donc, c'est clairement, ça fait partie de nos 2 objectifs à l'avenir. Mickaël, comment tu définirais à horizon 5 à 10 ans le banquier performant? Je pense qu'à 5 à 10 ans, on pourra parler de banquiers d'affaires augmentés, qui auront accès à nouvelles applications, de nouveaux outils, un système d'information que le banquier d'affaires lui-même pourra, paramétrer, qui deviendra quasiment un développeur, logiciel au besoin, et ces outils permettront d'agréger beaucoup plus de data, et d'avoir une vision encore plus fine et encore plus précise, de ce qui se passe, dans le marché. Et en même temps, ça sera une hyper spécialisation sectorielle. Et donc si on fait un parallèle avec l'avènement d'internet, qui a permis l'émergence de nouvelles générations de banques d'affaires, qui ont pu être plus agiles, plus efficaces et concurrencer des grands noms, des grandes maisons. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'IA va permettre l'avènement de nouvelles générations de banques d'affaires, qui voilà, auront pris le virage et qui seront performantes avec des nouveaux outils. Alors tu parlais d'agrandir l'équipe, on va passer à une thématique qui intéresse beaucoup notre audience, c'est le recrutement. Et toi, Mickaël, tu fais beaucoup plus attention à la motivation du candidat qu'au parcours du candidat. Pourquoi et comment tu l'évalues en entretien, cette motivation? Alors, déjà le CV pour nous, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. En même temps, un diplôme, ça montre des facultés, des skills à rentrer dans un moule. Et paradoxalement, ce qui nous intéresse chez Longchamp Partners, c'est les candidats qui ont su briser le moule. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça fait que, on est assez ouvert en fait, sur les candidats, les personnes, le critère numéro 1, c'est la motivation. Alors bien sûr, si tu as pas les fondamentaux, techniques, et que tu viens de trop loin, c'est compliqué. Donc, même si on te donne ta chance, Bah, tu peux réviser avec TrainingView pour avoir ses fondamentaux. alors, on peut témoigner dans ce podcast effectivement que, voilà, depuis 2-3 ans, 4 ans, on va dire, on a des candidats qui arrivent, de manière techniquement beaucoup plus préparés aux entretiens. Paradoxalement, et on va peut-être aussi en parler, ils sont peut-être moins préparés sur des soft skills. Et c'est là où quelque part, nous, on a besoin de candidats qui savent marcher sur leurs 2 jambes, à la fois qui sont bons techniquement, qui ont des bons fondamentaux. Même si c'est pas parfait, nous, on est là pour aussi les accompagner, pour atteindre un niveau d'excellence, et en même temps, des personnes qui soient assez à l'aise pour prendre la parole lors d'un meeting, expliquer à un client si, il y a une erreur ou qu'on n'est pas d'accord. Justement, parlons-en de cette aisance relationnelle qui est importante, dans le métier, du conseil même aujourd'hui et peut-être même encore plus demain qu'aujourd'hui, Mmh. puisque, la technique va devenir un peu une commodité aussi avec l'IA. On a J'ai besoin de réussi gens. à te convaincre sur l'IA alors. J'ai pas encore de fortes convictions. D'accord, OK. J'écoute le Bon, marché. le podcast n'est pas terminé. J'écoute le marché. Mais en tout cas, effectivement, la dimension humaine qui est déjà hyper importante en M&A va devenir encore plus essentielle. Heu, Pourquoi, selon toi, c'est vraiment clé ça, chez les jeunes, aussi en M&A? Est-ce que c'est un peu naturel? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça se travaille et comment ça se travaille? Je pense que ça se travaille, et on le voit, nous, chez des juniors, qui arrivent et qui, ont des fondamentaux, mais qu'on accompagne, et le fait d'être en exposition perpétuelle et de pas, voilà, être un junior qui reste au bercail et qui fait les Excel PowerPoint, sachant que ça pourra shifter vers de l'IA, à terme, c'est important, et en même temps, dans des deals, en tout cas,
mid cap. Si tu pas cette aisance relationnelle, ça se voit très vite et nous, voilà, on est une équipe, on n'est pas dans un modèle, voilà, avec, plusieurs, crans de hiérarchie, élevés donc très vite nos juniors peuvent, aller avec nous sur le terrain, discuter avec une contrepartie, avec un client, avec des conseils, avec des auditeurs, heu, voilà et donc c'est ça qui va compter, je pense, de plus en plus à l'avenir et bien sûr que ça se cultive. D'ailleurs, Michael, quel est le niveau de connaissance ou de maîtrise des secteurs ESN et software qu'il faut avoir quand on est candidat et qu'on veut venir ici passer un entretien, pour rejoindre l'équipe Longchamp Partners? Bon, bien sûr, il faut préparer, les entretiens et en regardant les dernières transactions, de la boutique. Maintenant, voilà, si vous n'avez pas une connaissance parfaite de la tech, si vous connaissez pas tous les KPI, d'un SaaS, c'est pas, fondamental. Par contre, ce qui est important, c'est que nous, en début d'expérience, on va prendre du temps, on va investir du temps ensemble pour vous former, vous expliquer, les paradigmes, des ESN, des SaaS, des plateformes, pour que vous puissiez bien comprendre, quand on est en meeting et quand on exécute après des projets ensemble, que vous ayez, les bons fondamentaux. Quand tu recrutes un junior, alors soit en stage, soit en CDI, c'est quoi la plus grande qualité que tu recherches? Vraiment l'élément différenciant et à l'inverse, c'est quoi la plus grande erreur qu'un candidat peut faire quand il te rencontre en entretien? Heu, alors on va pas volontairement tout dire dans cette réponse, mais en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que c'est venez comme vous êtes. Parce que, pour commencer par l'erreur fondamentale, de pas vraiment dire qui on est, de pas, se prêter au jeu, d'être un peu évasif sur certaines questions. C'est clairement, voilà, une faute, éliminatoire, et donc venez comme vous êtes, c'est be proud de votre parcours, de votre trajectoire, même si c'est pas parfait, mais c'est pas il y a des choses à améliorer ou autre et en même temps, le critère numéro un, c'est la motivation. Voilà, c'est la motivation. Si on est vraiment nous on dit, rien n'est impossible pour un entrepreneur. Dans l'équipe, toute l'équipe, on se définit comme des entrepreneurs. Donc, clairement, quelqu'un qui est motivé, qui a la soif d'apprendre, qui a la niaque, il peut y arriver. Quel est le conseil que tu donnerais aux étudiants qui nous écoutent et puis qui vont postuler chez Longchamp Partners après, t'avoir écouté dans ce podcast? Venez comme vous êtes. Voilà. On arrive à la fin du podcast, Mickaël, mais c'est pas encore tout à fait fini. Il reste une partie traditionnelle chez nous, c'est le quiz du Career Insight, dont je vais rappeler les règles brièvement. Ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. On y va? Un mot pour décrire Longchamp Partners. Agilité, La principale qualité du banquier M&A aujourd'hui. intelligence relationnelle. Ton meilleur souvenir professionnel. C'est une bonne question. Mon premier mandat signé, avec Longchamp Partner. Ton pire souvenir professionnel. Alors ça remonte à quelques années, c'est une belle nocturne que j'avais fait sur un pitch dont la date a été une première fois décalée, puis après annulée. Je pense que ça, tu t'en souviens. Tu préfères faire un deal rapide ou faire un deal complexe? Un deal complexe. Après, charge à nous d'être rapide, mais clairement un deal complexe. Le plus important pour toi aujourd'hui, c'est, signer des deals ou, structurer une équipe? J'ai envie de dire les 2, mais structurer une équipe. Si tu n'avais pas fait de la finance, tu aurais fait quoi? Alors c'est une excellente question, je pense que j'aurais été entrepreneur dans la tech. Voilà, parce que c'est un secteur qui bouge beaucoup et où tu peux créer beaucoup de valeur ajoutée comme dans le métier de banquier d'affaires, mais c'est plus subtil quand même banquier d'affaires. Une anecdote que tu as peu partagée, que tu aimerais nous raconter aujourd'hui? C'est une bonne question, comment j'ai trouvé les bureaux ici? Donc j'étais chez WeWork, boulevard, Péard, Porte-Maillot. Et donc je recrute mon premier junior et je me dis: je vais pour le former, ça va être quand même, WeWork c'est sympa au début, tu as l'énergie ou autre, mais à un moment donné, voilà c'est bien d'être au calme et donc je me dis: «Il faut que je trouve les bureaux». Il arrive dans un mois, et j'ai littéralement trouvé les bureaux ici en 48 heures et donc il y a une part de destin à tout ça et ça, on n'en est pas peu fiers non plus. Bah, bravo parce que, en tout cas, on est très bien reçus et ces locaux sont magnifiques. C'était au bout de Merci. combien de temps d'ailleurs après la création de Longchamp? Très rapidement, hein, moins d'un an, après la création, on était déjà, 6 mois après, ouais, on était là. Dernière question, le conseil que tu donnerais, au plus jeune Mickaël Fitoussi, qui étudiait à la Sorbonne dans les années 2000? À la fois, reste exigeant, c'est, et en même temps,
voilà, si t'es différent, bah, assume-le. Voilà, c'est le côté rockstar de l'équipe Longchamp Partners. Voilà. Merci Mickaël. Merci à toi, merci Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Choses au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme TrainingNew si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.